des Nations Unies au Niger. Elle porte sur le rapatriement des réfugiés maliens. Assassinat d'une journaliste somalienne ce dimanche à Mogadiscio. Elle travaillait pour la radio d'État comme productrice et présentatrice. Avec l'arrivée du mois de jeûne musulman du Ramadan, la Tunisie se prépare à une période sensible. Mais le ministre de l'Intérieur assure de la stabilité sécuritaire du pays. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Au Niger s'est tenue la 6e session de la commission tripartite sur le rapatriement des réfugiés maliens. Une occasion pour le comité technique d'évaluer les progrès enregistrés depuis la 5e réunion tenue à Bamako, au Mali, en 2015. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Cette 6e session du groupe de travail technique de la commission tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens a délibéré sur la situation du retour de ces réfugiés. Réunis autour des autorités nigériennes, maliennes en charge de la sécurité et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les membres de la commission ont évalué les progrès réalisés depuis la 5e session tenue à Bamako au Mali. Ils ont par ailleurs dégager de nouvelles possibilités et voies et moyens à même d'encourager le retour des volontaires maliens dans leurs foyers respectifs et ce dans le strict respect des droits humanitaires. Depuis le début de la guerre du Nord Mali, plusieurs citoyens de ce pays se sont réfugiés au Niger. Permettez-moi de rappeler que 60 473 réfugiés maliens vivent au Niger, où 8 328 ont bénéficié des facilitations de retour volontaire depuis 2013 et 5 590 autres demandes de retour sont en cours de traitement. Nonobstant ce désir manifeste de nos frères maliens à retourner chez eux, le Niger continue à enregistrer de nouveaux arrivants, principalement des communes de Andrambokan, Ouattagana et Menaka. À la faveur de la signature des accords de paix entre le gouvernement malien et certains groupes armés, des avancées significatives ont été enregistrées qui ont notamment favorisé le retour des réfugiés. La réalisation, en collaboration avec le HCR, de 7 nouveaux points d'enregistrement de retour des réfugiés en plus de 21 points déjà fonctionnels. La distribution d'environ 3 516 tonnes de vivres pour 1 506 250 000 francs CFA. La réalisation de 1030 activités génératrices de revenus au profit de ces rapatriés pour environ 184 525 000 francs CFA. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a réaffirmé sa volonté d'accompagner la Commission pour l'atteinte de ses objectifs. Permettez-moi, au nom du HCR, de vous renouveler notre disponibilité et notre engagement à vous accompagner dans tous vos efforts dans le cadre du rapatriement, de la réintégration, de l'insertion sociale et de la protection des réfugiés maliens. Le retour des réfugiés se fait timidement pendant que d'autres continuent de fouler le sol nigérien fuyant les attentats des groupes terroristes. Des gros efforts restent encore à fournir pour pacifier tout le Nord Mali. Au terme de la réunion, les participants ont décidé d'organiser une mission conjointe d'information et de sensibilisation en vue du retour des réfugiés. On reste au Niger où des acteurs de la société civile ont marché ce samedi à Niamey. Une manifestation pour exprimer leur solidarité à l'égard de la population de Difa, victime des attaques récurrentes du groupe islamiste Boko Haram. Cette marche fait suite à une attaque vendredi soir d'une caserne militaire à Bosso, dans la région de Difa, qui a fait officiellement 32 soldats tués, dont 2 Nigériens. Ils étaient quelques dizaines et ils ont tenu à marcher ce samedi pour manifester leur solidarité à l'endroit des populations de la région de Difa, une région qui vit un véritable drame humanitaire du fait des attaques de la secte islamiste Boko Haram qui ces derniers jours sont devenus quasi quotidiens. Il faut briser le silence et agir vite. C'est pourquoi l'association alternative Espace Citoyen a organisé cette marche. L'objectif de cette marche est d'exprimer notre solidarité à l'égard de la population de la région de Difa, qui est victime des attaques incessantes de Boko Haram et qui vit aujourd'hui dans une situation humanitaire particulièrement difficile. Plusieurs ressortissants de la région de Difa ont répondu à l'appel à manifester. Certains ne comprennent pas du tout l'attitude des autorités
qui ne semble pas faire assez pour sécuriser la région. Il y a une attaque. Bosso, c'est mon village. Nous attendons les informations officielles, mais des informations que nous avons de façon directe du terrain de nos parents, la situation est dramatique. Dramatique comment? Ça veut dire qu'il y a eu des destructions massives, dont les évaluations ne sont pas encore chiffrées. Depuis 2 ans, Difa fait face à des attaques en continu de Boko Haram. Aujourd'hui, plus de 247 000 personnes composées des autochtones, des ressortissants nigérians et tchadiens fuyant les terroristes sont déplacés à l'intérieur de la région. Vendredi soir, des éléments de Boko Haram ont attaqué la caserne militaire de Bosso ainsi que des magasins de vivres. On déplore aussi 32 soldats tués, dont 2 Nigérians. Une journaliste somalienne travaillant pour la radio d'État a été abattue ce dimanche à Mogadiscio. Sagal Salad Ousmane travaillait comme productrice et présentatrice pour la radio de la capitale Mogadiscio, une propriété du gouvernement. Elle a été tuée par des hommes armés non identifiés qui ont pris la fuite. La Somalie est un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. 45 journalistes y ont été assassinés depuis 2007. Au Bénin, la gendarmerie de Cotonou a lancé une opération de démantèlement du ghetto de Plakodji, l'un des plus denses de la capitale administrative du pays, avec plus d'une trentaine de constructions de fortune. L'opération vise à mettre hors d'état de nuire les malfrats et autres bandits de grand chemin. Le capitaine Boni Gomina Yaya, commandant de la compagnie de gendarmerie de Cotonou, intervient ici au micro de Joël Yetondi et Romaric Labité. Après des attaques et des braquages répétés, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et les nouveaux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nous ont instruits pour que ces individus, là où ils sont, ils soient traqués. Après une étude de causalité, nous nous sommes rendus compte que le ghetto de Plakodji, après avoir cassé le ghetto de Zongo, le ghetto de Saint-Michel, il y a eu une augmentation de nombre de ghettos ici. De 12, on a passé à 34 ghettos. Nous sommes venus ce matin, très tôt, les surprendre, prendre les dealers pour montrer que nous sommes actuellement déterminés à faire ton pied, mon pied. Cette opération se poursuit dans la zone commerciale. Il y a les patrouilles pédestres et les patrouilles motorisées de la gendarmerie et de la police nationale de l'État. Nous sommes déterminés à lutter contre ces individus pour que nos populations vivent dans la quiétude. On parle toujours sécurité, mais cette fois-ci en Tunisie. Le pays se prépare à une période sensible avec l'arrivée du mois de jeûne, sacré musulman du Ramadan et la saison estivale. Des périodes synonymes ces dernières années d'attentats meurtriers dans ce pays. Plus de précisions avec le ministre tunisien de l'Intérieur. On l'écoute. La situation sécuritaire générale en Tunisie est stable. Il n'y a pas eu dernièrement des affaires inquiétantes liées au terrorisme. Les menaces sont des menaces normales, pas des menaces exceptionnelles. Des événements en rapport avec le terrorisme ont lieu d'habitude pendant le mois de Ramadan. Pour ces groupes, le Ramadan est un mois de djihad. Mais en réalité, nous avons pris des mesures spéciales. Nous avions l'information selon laquelle il y avait des tentatives de mener des opérations terroristes à Ben Guerdane. Et le jour où ces gens-là ont essayé de mener une opération terroriste à Ben Guerdane, ils ont lamentablement échoué. Quant à la torture en Tunisie, l'important pour moi, c'est que ce n'est pas une politique systématique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas systématique à l'égard de toute personne qui entre dans nos centres. Des cas isolés de torture subsistent et nous les reconnaissons. Nous avons déjà dit à plusieurs occasions qu'il y avait des cas de torture, mais devant l'Assemblée des représentants du peuple. La 49e session ordinaire de la CEDEAO s'est tenue à Dakar au Sénégal ce samedi. Au cours des assises, plusieurs points ont été abordés, notamment l'élection du président en exercice de la conférence ou encore la prestation de serment du nouveau président de la commission. Le point de la rencontre avec Tchèque Berthet, notre correspondant au Sénégal. Cette 49e session ordinaire s'est tenue dans un contexte de transition. La présidente du Libéria siège désormais à la présidence tournante de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et le Béninois Marcel de Souza
a officiellement été investi lors du sommet président de la commission de la CEDEAO pour les 2 prochaines années. La session a été consacrée aux dossiers brûlants dans l'espace, notamment sur les plans économiques, politiques et sécuritaires. Sur ces derniers points, l'Assemblée lui a accordé une attention particulière en affichant clairement son engagement à faire face aux défis de sécurité qui se posent dans l'espace. Le sommet instruit à cet égard la Commission de convoquer une réunion d'urgence des responsables des services de renseignement pour définir les modalités du renforcement du partage des renseignements et d'appuyer les États membres dans la sensibilisation et l'éducation des citoyens contre la radicalisation et l'extrémisme violent au niveau communautaire, national et régional. L'organisation entend désormais passer à la vitesse de croisière pour créer un espace économique et douanier fort en vue de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Les pays de la zone entendent marcher désormais ensemble pour appuyer les candidatures de la région dans les instances internationales. Le sommet décide d'endosser la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Sur le plan politique, la CEDEAO a affirmé son attachement au principe de la démocratie. La conférence a invité le Cap-Vert, la Gambie et le Ghana, des pays en instance d'organiser des élections, à œuvrer pour créer un cadre propice à la tenue des élections apaisées. En outre, l'organisation a appelé les États membres et les partenaires à apporter le soutien nécessaire au Mali afin de faire respecter l'accord de paix entre le gouvernement malien et les groupes rebelles au nord de ce pays. Puis les Péruviens étaient aux urnes ce dimanche. C'était dans le cadre du second tour d'une élection présidentielle serrée. Reportage. À 41 ans, Keiko Fujimori est candidate pour le parti de droite Fuerza Popular. Depuis des mois, la fille aînée d'Alberto Fujimori est en tête des sondages. Mais aux dernières enquêtes d'opinion, elle se retrouve au coude à coude avec son rival Pedro Pablo Kuczynski, de 77 ans, candidat de centre droit. Nous sommes 16 années après la démission d'Alberto Fujimori qui purge une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité, et la figure de l'ex-chef d'État continue de diviser fortement le Pérou. À en croire les analystes, la course promet d'être serrée. Au premier tour, le 10 avril, Keiko Fujimori avait raflé 39% des suffrages contre 21% pour Kuczynski. Entre les 2 tours, des milliers de personnes ont manifesté pour dire non à Keiko. Beaucoup d'électeurs ne pardonnent pas les méthodes autoritaires de son père, qui a commandité 2 massacres perpétrés par un escadron de la mort en 1991 et 1992. Il avait fui au Japon puis au Chili avant d'être rattrapé par la justice. 31 millions d'habitants votent dimanche. Les premiers résultats sont attendus vers 2h GMT lundi. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.